Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité tout simplement, qu'elle soit régionale, internationale et surtout nationale. Et comme vous le savez, j'ai toujours des invités et des chroniqueurs. Pour aujourd'hui, je me retrouve avec les deux chroniqueurs de ce plateau d'Entretien Brut. Il s'agit de Madame Assetou Diarra, journaliste reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, bonjour. Bonjour Fadi. Ça va? Ça va. It's a long time d'après les anglophones. Pas a long time. Yeah. Just a moment. Just a moment. Thank you. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce décryptage. C'est un plaisir. Vous avez Monsieur Bourema Soulo, qui n'est plus vraiment à présenter, journaliste, blogueur. Soulo, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Ça va très bien. La fête s'est super bien passée, je pense. Ça s'est très bien passé. Mais j'espère, j'ai pensé que tu n'as pas fêté au Mali. Non. Pourquoi? Assez rapidement, il a fallu que je me rende pour le Global Media Forum à Boune. Voilà. Ouais. Un média qui rassemble à peu près 2000 journalistes de par le monde. C'était très riche et surtout, on apprend beaucoup dans ce métier-là. Sinon, ça va? Ça va. On fait un coucou à la diaspora qui nous regarde par le monde. On salue beaucoup cette diaspora qui n'arrête pas de nous prouver leur fidélité à travers des messages qu'ils nous envoient. C'est très gentil. Allez, sans plus tarder, nous allons prendre nos dossiers, nos sujets, comme on aime bien le dire sur ce plateau. Le 22 juin 2024, il y a eu la visite du président de la transition, Assimi Goïta, à Sikasso. Voilà, c'était tenté de pose de première pierre et d'inauguration. Qu'est-ce que vous avez pu lire et entre les lignes ou pas, assez évidemment, il a tenu aussi un discours assez riche. C'est pas comment qu'il parle, donc on a regardé cela à la loupe dès qu'il s'emploie à lâcher quelques mots. Exactement, comme vous l'avez dit, c'est les sorties d'Assimi Goïta, du colonel Assimi Goïta de Bamako sont très rares. C'est pourquoi chaque fois qu'il fait des sorties, c'est scruté, c'est analysé, c'est décrypté par les observateurs et tout. Et cette dernière sortie nationale, parce que il y a quand même une sortie qui a fait sur le plan sur-régional, on va y arriver, mais ce n'est pas anodin et c'est pas choisi au hasard, parce que vous le savez, aujourd'hui les partis politiques sont suspendus, bon pas suspendus mais les activités politiques sont suspendues, mais on a l'impression que ces suspensions sont taillées sur mesure pour le président, pour laisser la place au président de la transition à lui seul, parce que ces activités sont purement et simplement politiques, que les gens le chassent. Le président de la transition soit-il, quelles que soient ses activités, toutes ses activités, ses sorties, ses discours sont politiques, purement politiques. Même s'il est hors pair, c'est politique. Donc ce n'est pas qu'il est militaire, voilà. Donc du coup, cette sortie, ça augure quand même quelque chose de candidature. Est-ce que c'est pas pré-campagne? Est-ce que ce n'est pas... Parce que quand même, Sikasso, c'est quand même l'un des grands électorats au Mali. Parce que Sikasso, c'est... parmi les électeurs, les régions électrices, Sikasso fait partie. Quand vous gagnez à Sikasso, vous êtes sûr d'être élu sur le plan national. Donc cette sortie sur le plan national à Sikasso, comme vous l'avez dit, couplée d'inauguration des ponts, viaducs, comme ils appellent. Oui. Pose de la première pierre de l'université de Sikasso et puis décoration des cordonculteurs. Donc ce n'est pas anodin. Donc du coup, nous on se pose la question, est-ce que le colonel Assimi Goïta n'est pas en campagne pour peut-être une éventuelle élection présidentielle? On ne sait pas quand est-ce que ça sera organisé, mais voilà, ça augure ça quand même, à mon avis.
D'accord. Est-ce que vous pensez aussi que c'est une pré-campagne qui s'annonce un petit peu là? Je ne sais pas si c'est une pré-campagne, mais quand même, j'ai vu un président à l'aise. Contrairement à ses sorties d'habitude, j'ai vraiment vu un président à l'aise. Il est allé même plus loin parce qu'il s'est exprimé en Bamanankan. Il était vraiment à l'aise. Ça, de plus en plus, je ne sais pas si c'est du coaching qu'il faut ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est vraiment quelqu'un, dans son discours, on sentait vraiment qu'il était à l'aise dans ça. Maintenant, comme il le dit, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Je ne saurais le dire, sans preuve. Mais quand même, Sikasso, dans son discours, oui, le fait de mettre la première pierre de l'université, et il a dit que il y avait beaucoup d'universités, beaucoup de branches d'études qui vont être ouvertes dans cette université-là. Est-ce que quelque part aussi, c'est pas un moyen d'éloigner un peu la menace? Parce que vous vous rappelez, en 1991, ce sont les étudiants qui ont fait la lutte. Quand on parle de martyrs, il s'agit bien d'étudiants. Sikasso est un peu loin de Bamako. Est-ce qu'on n'essaie pas un peu, bien sûr, je ne sais pas quand est-ce que cette université va terminer et va réellement rentrer en fonction, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi le fait de vouloir un peu ramener tout ce beau monde de jeunesse qui a le sang assez chaud finalement, un peu loin de Bamako? En dehors de cela, c'est une bonne chose parce que il faut quand même désengorger un peu Bamako. Il faut désengorger Bamako. Ça va amener des commerces là-bas. Ça va permettre à plus d'étudiants de mieux étudier. Ça, il faut le dire parce que dans les universités ici, dans les campus, franchement, c'est déplorable la vie des étudiants. Donc ça, j'ai aimé. Et aussi l'aspect de sécurité alimentaire. Tout ça, vraiment, il y a des messages forts. Moi, je trouve que vraiment, sa sortie là-bas, il y a vraiment des messages forts qui sont ressortis. Est-ce là un début de programme, comme il a dit? Parce que là, il essaie de nous montrer un peu qu'il sait là où il va. On a cette impression-là qu'il sait là où il veut aller. Maintenant, je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il y a derrière pour le moment, mais effectivement, et tout ce beau monde-là, encore une fois, vous savez, moi je pense que ce soit ATT, que ce soit IBK, ce qui les a trompés, c'est le monde. La foule. Ah oui. Ceux qui ont accueilli ou bien la délégation qui s'est rendue sur place? Oui. Toutes les personnes qui sont sur place. Parce qu'à un moment donné, un chef d'État, il voit ce monde, il se dit, mais non, je suis aimé. Mais attention, est-ce que vraiment tout ce monde est là pour des raisons d'amour ou vraiment d'appréciation de la manière de gouverner ou tout ce qu'il y a derrière? Tout ça, c'est à voir. Il faut faire attention à la foule. Donc, en dehors de tous ces aspects-là, je trouve que c'était une bonne sortie. Donc, en gros, vous voulez dire que vous me tendez une perle sur laquelle je vais m'accentuer un petit peu. Ça veut dire qu'on prône un certain changement, mais là, sur ce plan-là, il y a à voir. Il y a à voir et à revoir. Sous l'eau, vous avez aussi cette même lecture-là, que c'est ce qui a trompé ses prédécesseurs. Bon, la manière de mobiliser, c'est quand même, on a toujours décrié, que ce soit ici à Sikasso ou son départ pour Ségou, pour Koutiala, on a demandé à des écoles d'envoyer les élèves pour accueillir le président, même ne serait qu'un simple ministre. Ça, c'est les pratiques des Malikoro qu'on a combattu, qui continuent, qui perdurent. Donc ça n'a pas changé. Et remplir un stade pour seulement, comment dirais-je, décorer des cotons-culteurs pour un président de la transition qui est censé mener une transition à terme et partir. Je ne crois pas que l'objectif n'est vraiment pas ce qu'on veut montrer aux Maliens. L'objectif, parce qu'en politique, et nous, peut-être, vous l'avez fait aussi en école de journalisme, il y a ce qu'on appelle le discours politique. Et puis, dans le discours politique, vous avez, quand vous analysez les discours politiques ou les pratiques politiques, vous avez ce qu'on appelle les non-dits. Et c'est très généralement, c'est ça que les observateurs regardent. C'est que les politiques montrent aux citoyens, est-ce que c'est vraiment ça l'idée? Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut décortiquer ces gestes-là, parce que IBK a annoncé quand même
sa candidature dans cette région de Sikasso, sachant bien que quand vous avez les agriculteurs, vous avez un grand électorat. Et donc, il faut lui aussi, pourquoi décorer les agriculteurs maintenant? Ce n'est pas la saison de décoration. La saison de décoration, on a vu ici, on a distribué les mérites là comme des cacahuètes, tout le monde ici, ça c'est fini. Maintenant, pourquoi une décoration spéciale, comme ils l'ont appelé? Donc, c'est parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare et on est en train de tout tailler sur mesure pour le président de la transition. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou est-ce que c'est une stratégie gagnante pour les entourages, parce que quand même Assimi a beaucoup d'entourages, parce qu'ils sont 5 et tous ces 5 là ont des entourages tout. Donc est-ce que c'est une bonne stratégie gagnante pour terminer cette transition? C'est vraiment que des questions il faut se poser, parce que dans notre thème il y a ça aussi, parce qu'on a parlé des suspensions des activités des partis politiques, mais aussi il y a quand même des partis politiques qui se retrouvent avec des leaders qui sont emprisonnés tout. Donc on voit que l'espace civique, l'espace politique s'est rétréci, et le seul individu qui peut se pavaner, qui peut se parader dans tous les Mali, c'est le seul président de la transition. Et quand on voit ces sorties, comme j'ai dit, il faut aller au-delà des visibles et regarder l'invisible. Et sauf surprise, on tend vers une candidature du président de la transition, ou au moins quand même l'un d'entre eux, pour assurer leur arrière, parce que cette transition n'est pas exempte de tout reproche. D'accord. En tout cas, dans son discours, l'université promet, hein, il faut le dire. Et c'est vrai que son discours, les Maliens ont été un petit peu surpris de voir ça en Bambara. Il le fait très généralement en Bambara. De voir un président assez enthousiaste par la posture, à l'aise. L'aisance là. C'était vraiment. Voilà, il est très à l'aise. Voilà. C'était vraiment. C'était un terrain, si on peut dire, à la limite conquis, parce qu'il savait qu'il allait avec de belles promesses et tout. L'université en question, on a toujours eu ces petits problèmes, hein, ces questionnements sur les universités. Déjà à Bamako, il y a des questions. Est-ce que ce sont les bonnes universités? Est-ce que les ressources humaines sont là? Est-ce que les étudiants arrivent à avoir une certaine satisfaction, surtout avec cette crise énergétique? On a vu quand même quelques-uns qui se sont un petit peu plaints, comme quoi ils n'avaient pas d'eau, d'électricité pendant des jours et des jours au niveau des universités. Et là, cette université de Sikasso promet de faire un ensemble de toutes ces universités. Quelle lecture, vous, par exemple, vous avez pu voir de ça? Vous trouvez que c'est assez énorme, ou bien en réalité, c'est comme un claquement de doigts, ça va se faire assez facilement? Bon, moi, je crois qu'Assoto l'a dit, hein, l'université, elle est quand même bienvenue, parce que en plus, ce n'est pas une décision de Assimi Goïta. Je crois qu'il est venu trouver ça sur sa table et il est en train de mettre en œuvre, parce que je crois que c'est ATT ou Ibeka qui avait promis quand même chaque région aura son université. Donc du coup, aujourd'hui, Assimi fait la première pause. C'est vraiment pas une initiative qui vient de lui. Comme l'État est une continuité, là on ne va pas l'en vouloir. Mais c'est une bonne chose si la mise en œuvre est bien faite. Parce que au Mali, souvent, on entreprend des choses, après au bout de quelques, parce que le système LM2 en lui-même est un exemple, est une illustration pour ceux qui sont ici à Bamako. Donc créer des universités tous azimuts sans savoir pourquoi, comment, quoi faire, c'est quand même, ça va s'apparenter à du gaspillage, à de la dilapidation de deniers publics. Mais maintenant, le besoin est là, et je crois que aujourd'hui, la population malienne s'agrandit d'année en année, et aujourd'hui, si toutes ces régions devaient envoyer leurs bacheliers à Bamako, ça allait être un grand problème, comme l'a dit Assetou. Donc aujourd'hui, construire une université, voire deux même à Sikasso, ce n'est pas trop.
Mais maintenant, c'est la mise en œuvre, le cahier des charges que l'université aura déterminera sa bonne place dans le paysage scolaire ou universitaire malien. Ça fait quand même partie des recommandations des États généraux de l'éducation quand même, qui faisaient en sorte qu'il fallait un certain confort pour les enseignants et puis les enseignants. C'est tout, vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être aussi les filières, parce que c'est surtout les filières qui posent aussi problème. Parce qu'il faut des filières dont on peut trouver de l'emploi après. Mais les filières qui sont étudiées, c'est classique. Avec ça, on ne peut pas travailler. Donc ça, vraiment, les jeunes souffrent beaucoup de cela. Et moi, je pense au contraire que ce ne sera pas du gaspillage. Et qu'on en fasse d'autres universités à Gao, un peu plus vers le nord aussi, pour les populations de cette zone-là aussi. Mais qu'on pense plutôt à des filières professionnelles qui vont permettre aux jeunes d'avoir des emplois tout de suite. Et quel genre des emplois? Des emplois dont nous avons besoin ici au Mali. Par exemple, si on parle du secteur des mines, vous allez trouver très peu de jeunes sont diplômés dans ces secteurs, ils ne peuvent pas faire la maintenance, on est obligé de faire recours à des compétences extérieures et tout ça, ça nous met en retard, forcément. Donc le besoin, il est là, mais il faut qu'on change. On parle de Malikoura, mais on voit que des méthodes du Malikoura. Vraiment, il est temps que ça change. D'accord, il est temps que ça change. Ça, c'est le message de assez tout, un peu de nous tous, sous l'eau. C'est ça. C'est un peu aussi ça, on veut vraiment ressentir le Malicroix. Exactement, parlant des filières, parce que ce qu'elle a dit, c'est très important. Aujourd'hui, nos universités sont devenues des fabricants de chômeurs. Et ça, parce que ça, il faut que ça change. Et on a décrié ça sous Malikoro. Comme elle a dit, ce Malikoro-là doit avoir des solutions, avoir des filières, des métiers de demain, pour que les étudiants qui sortent de ces universités, de ces nouvelles universités-là, ne sont pas comme les sortants des anciennes universités. D'accord. En tout cas, c'est un dossier qu'on va clôturer. C'est une sortie du président de la transition, Assimi Goïta. On verra bien dans les jours, semaines à venir si ces projets d'université, d'infrastructure vont davantage se développer sur l'ensemble du territoire national. Nous allons avec notre deuxième sujet. Il s'agit, les Maliens ont été surpris, peut-être pas surpris pour certains, on ne sait pas vraiment, mais on a pu se rendre compte de l'arrestation de 11 responsables politiques à la date du jeudi 20 juin 2024 par la brigade d'investigation judiciaire. Ils ont été présentés devant le procureur, je crois bien, le 24. Oui, c'est quand même très triste d'assister à des pratiques que les démocrates ont combattues en 1990 et aujourd'hui vivre les mêmes réalités. Moi, c'est ça que j'aime dire. En tout cas, sur ce plan, moi je donne raison aux militaires qui sont au pouvoir, qui musellent la classe politique. Parce que sous Ibeka, quand M5 a commencé sa lutte, son combat contre Ibeka, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'observateurs ont appelé à un consensus politique, à une compromission politique. Et ils ont refusé. Aujourd'hui, ils ont ouvertement appelé l'armée à intervenir. Et aujourd'hui, vous allez même voir que les partisans d'IPK sont plus ou moins épargnés par ces tracasseries que ceux qui ont lutté contre IBK. Donc aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des gars des M5 qui ont lutté, qui ont combattu IBK, Issa Kaoudjimi qui se retrouve au chômage et qui ne fait que parler sur les réseaux sociaux, vous trouverez Sogel Kokala Mega qui est Premier ministre mais qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucun dossier sous la main, dont les proches aussi sont arrêtés, sont mis en prison devant lui, c'est né. Il ne peut rien faire. Et quand on voit les Moutagatal qui ne peuvent pas parler, les Kajadossi qui sont restés, qui ont même pris des retraites, on peut dire comme ça, politiques, parce que aujourd'hui, elle ne parle qu'au nom de l'association ADEMA, pas de l'ADEMA qui agit comme le parti politique. Donc quand on voit tout ça, moi je suis content, je suis vraiment heureux que ça arrive et que ça ouvre les yeux aux gens de dire quand on dit on est en démocratie, le consensus politique, c'est vraiment, ce n'est pas de la faiblesse.
c'est aussi faire le jeu de la politique. Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron en France, comparaison n'est pas raison, on le dit, mais quand Emmanuel Macron a compris que s'il faut conscientiser les Français, qu'il faille dissoudre l'Assemblée nationale, il l'a fait, il a mis les Français devant leurs faits. Il a dit, voilà, c'est vous qui votez le Rassemblement national. Donc moi, j'ai dessous l'Assemblée nationale. Vous avez le pouvoir, soit de donner le pouvoir au Rassemblement national qui va vous trimballer, soit vous me donnez le pouvoir, je vais faire la France que vous voulez, dont vous voulez. Donc, vous voyez la compromission politique. Et aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle le Front populaire en France. Tous les partis de gauche se sont réunis pour combattre le Rassemblement national. Au Mali, on a voulu ça. On a dit, Ibeka même est allé à leur promettre qu'il va leur donner la primature. Ou même des gens ont dit, dans la migration même avait dit, donc M5, vous allez avoir la primature, tout. Ils ont dit, niet. Maintenant qu'on a eu il voulait le départ de Boubou. C'était de Boubou. Boubou Cissé. Voilà, Boubou Cissé. Quand Ibeka leur a promis, il a dit maintenant qu'on sait qu'on peut t'atteindre, donc on ne veut plus de Boubou, mais on veut même de toi. Donc ils ont appelé ouvertement dans leur sortie, ils appelaient l'armée à prendre ses responsabilités, ceci, cela. Et quand aujourd'hui, c'est eux qui sont là entre guillemets, dans l'abîme, dans la turbulence, dans la tourmente, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, on ne peut qu'applaudir. Moi, j'applaudis fortement. Donc, selon vous, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ils ont semé exactement la tempête. Le vent aujourd'hui récolte la tempête. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Solo, parce que en fait, aussi, ils se sentent justement responsables à cause de tout ce que tu viens de dire. Ils se sentent responsables finalement de cette situation que nous vivons. Et donc, s'ils ne font rien, on va leur reprocher, vous nous avez mis dans, comme l'a dit l'autre, vous nous avez lâché en plein vol. S'ils se couchent ou bien ils font comme d'autres, on fuit. Il y en a d'autres qui ne sont pas ici, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas au Mali. Donc, si aussi ils s'assoient, ils ne font rien, on va encore dire, mais oui, ils nous ont mis dans la merde, et regardez, ils ne font rien du tout. Et après, après ils vont se présenter, on va dire, oui, quand on était dans la merde, vous étiez où? Donc, quelque part, je pense qu'ils essaient de jouer un peu ce rôle-là parce qu'ils sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Il y a une chose que vous venez de dire. Vous avez dit que nous sommes en démocratie. Solo, mais il faut être clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer dans un jeu et puis ne pas connaître les règles. Si vraiment on est en démocratie, d'ailleurs on a fait le référendum de juin passé, les Maliens ne sont pas sortis pour dire qu'on ne veut pas de la démocratie. Au contraire, les Maliens ont dit on veut de la démocratie. Et alors que dans notre constitution, on dit qu'il y a la démocratie au Mali et les partis politiques sont autorisés. Alors, allez prendre des chefs de famille chez eux, s'il vous plaît, je ne pense pas que pour une histoire politique, ça soit vraiment nécessaire. Si vraiment ils ont des conspirations ou alors ils vont enfreindre des lois, alors cueillez-les et faites-en ce qu'a prévu la loi pour ça. Oui, mais les chefs d'accusation, si vous avez lu les chefs d'accusation, c'est atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à l'ordre public. Mais je l'ai vu nulle part. Pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît, il s'agit de la tentative de déstabilisation, atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public. Donc c'est des chefs d'accusation très graves. Oui, ça c'est grave, je suis d'accord. Mais le problème c'est que... On sait que tout ça c'est politique. C'est politique. On va trouver que c'est des trucs politiques. Est-ce que ça veut dire que toi tu es journaliste, par exemple, nous n'avons pas le droit d'en parler? Non, c'est pas nous. Voilà, mais c'est pour dire, ils sont chez eux, ils sont dans un cadre privé quand même. Moi, c'est que je dis. On soit d'accord. Oui. Non, ils sont quand même dans un cadre privé. Oui, ils sont chez eux. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Maintenant, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, parce que ce que vous dites là, il doit avoir peut-être des armes ou il doit avoir peut-être, comme l'enquête en cours, on ne peut pas du tout parler de cela. Ils peuvent être sur l'écoute. Ils peuvent être sur l'écoute. Pour ce qu'on a pu voir dans les communications, ils avaient sur eux en position de certains documents, quand même des statuts, des procédures ou des plans pour pouvoir mener des actions à déstabiliser. Tout ça, ça peut être des preuves créées. Tout ce que moi je veux dire, terminer s'il te plaît. Tout ce que moi je veux dire, c'est faisons attention à ne pas laisser la case de son voisin brûler et rester un peu en dehors en se disant c'est bien fait pour lui, il joue avec le feu. Parce que ce feu là, un jour il quitte sa case, il arrive ici chez toi.
Sinon, je ne dis pas que les politiques, ce qu'ils ont fait, ils ont raison, ils ont tort. Non, moi, je ne cherche pas cela. Mais quand on est en démocratie, il faut accepter les opinions diverses. Ils ont leur stratégie. Il faut accepter qu'il y ait d'autres. D'ailleurs, cela légitime notre manière de gouverner. Parce qu'à la fin, on pourra prouver qu'on a fait ça. Quand un porteur d'armes, quelqu'un qui s'impose aux Maliens, on ne parle pas de la démocratie. Et moi, je n'ai pas parlé de la démocratie actuellement. J'ai parlé quand Ibeka était au pouvoir, on était en démocratie et les partis politiques. Alors que le problème, c'est qu'on est en démocratie. Officiellement. Ça, c'est officiellement. Moi, je suis dans la légalité. Je suis dans la légalité. Quand vous dites officiellement aussi, quand vous dites officiellement aussi, vous faites allusion à la Constitution. Alors que le pays ne marche pas avec la Constitution. On marche avec quoi? Elle marche avec la charte de la transition. C'est pourquoi je dis il faudrait des règles claires. Non, la charte de la transition est là. Pour que les gens ne puissent pas la transgresser, il faudrait qu'ils sachent. Non, quand ça leur chante, ils disent. Quand ça leur chante. Oui, parce que c'est pour eux. Mais le problème, c'est ça. En fait, sous le mot de pouvoir vous suivre. Vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, pour légitimer les actions, c'est la charte de la transition. C'est clair. Okay, on n'est pas en 4e République. De manière... Par rapport à eux, on n'est pas en 4e République. Et quand on est en 4e République, c'est plus simple. Comme vous l'avez dit, les partis politiques ne doivent pas être suspendus. Même les partis politiques, dans leur communiqué, je crois d'hier ou avant-hier, c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit que ça viole même le statut qui leur accorde. On ne peut pas suspendre les... Il y a un article qui dit, je crois c'est la charte de la transition, c'est quand qui ne peut pas suspendre les activités de la transition le 10 avril dernier. Voilà, des partis politiques le 10 avril dernier, parce que l'acte a été pris le 10 avril dernier. Donc, tout ça là, c'est des textes qu'on vous montre, qu'on vous jette sur pied. La réalité du terrain, c'est qu'on n'est pas en démocratie. Voilà. Et les Maliens le cherchent. Quand un homme s'impose, ça ne doit pas venir de toi. C'est pas mon problème. Ça doit venir un groupe d'individus. Un groupe d'individus. Non, la dictature ne vient jamais officiellement. Comme cela, vous allez voir qu'il n'y a pas ce problème. C'est pas la peine d'aller remplir les prisons. On ne décrète pas une dictature. Ça ne se décrète pas. C'est les pratiques qui montrent que est-ce qu'on est en démocratie ou est-ce qu'on est en dictature. Donc ça c'est clair. Je ne prends pas parti, mais je pense que vous ne verrez dans ce monde aucun pays qui va se dire qu'on est de manière officielle. Mais ne dites pas de manière officielle que c'est la constitution du Mali, parce que c'est ce qu'on a fait. La charte de transition avant la constitution. La constitution, elle est prise du 23 février 2023. Donc elle est là après la charte de la transition. Plutôt juillet. Juillet, ça c'est juillet. Non, juillet. Oui. Ah, la charte. Non. Bien le référendum. Le référendum, c'était le 18 juillet 2023. Oui. Mais la nouvelle constitution, la promulgation, c'est pas la promulgation. La nouvelle constitution qui a été amendée lors du référendum, la date officielle, c'est le 22 février. La constitution 2023. C'est février 2023. Ah, moi, je suis perdu quand même. D'accord. Qu'il soit ainsi. Moi, je vois c'est le 22 juillet 2023. C'est la date de promulgation. Parce que normalement, quand on promulgue, ça veut dire que ça rentre en vigueur. Voilà, mais quand ça a été proposé, c'est février 2023. Sauf que cette transition, cette constitution ne travaille pas. Mais il faut bien qu'elle travaille parce que des millions de Maliens qui ont voté et en plus on a mis beaucoup d'argent. On est au Mali, c'est ce que je vous dis. Il faut être il ne faut pas être semblant de ne pas comprendre. C'est que vous comprenez bien. Quand un groupe d'individus s'impose, s'arrache le pouvoir, s'attribue les postes, vous croyez qu'on est en démocratie? Qui les a élus? Qui les a donné ces postes? Personne. Donc on n'est pas en démocratie. Et la constitution, qui a dirigé le référendum? C'est pas eux? C'est pas eux qui ont décidé? Oui. Donc, est-ce qu'on est en démocratie? On n'est pas en démocratie. Si le Mali donc, moi, ce que je dis, officiellement, la démocratie se voit par les pratiques. Et est-ce que les pratiques qu'on voit aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, c'est les pratiques démocratiques? Selon vous? C'est ce qu'on décrit. Voilà. Donc, du coup, si on n'est pas en démocratie là, les démocrates qui ont provoqué cette situation, ils méritent leur sort. Moi, ce que je dis, moi-même les journalistes qui ont applaudi, aujourd'hui quand on interdit les mandats de défiler, moi j'applaudis. Parce que nous les journalistes,
on a... non, je parle pas... Non, les exemples, mieux éviter... Non, comme on est sur ici, on est chroniqueur et la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pourquoi je dis... Non, pas cette charité quand même. Voilà, moi, quand on m'interdit de parler aujourd'hui, de dire, en tant que journaliste, de dire, je vais chercher autre chose. Parce que j'ai cherché, parce que j'ai couvert les activités des M5, parce que j'ai applaudi quand les assimilés sont venus. Donc, on ne peut pas, comment dirais-je, être acteur, on ne peut pas être, comment dire, avoir... participer à l'action et dire que ces conséquences sont néfastes. On savait que les conséquences d'un coup d'État seraient néfastes pour le Mali. On a vécu ça il n'y a pas longtemps, en 2012. On a vécu ça en 2012. Tous les Maliens, vous étiez grands, vous étiez grande et majeur, j'étais grand et majeur. On savait que les coups d'État n'étaient pas bons pour un pays démocratique, pour un pays, pour son développement. Mais en 2018, on a applaudi. On a cherché, on est allé les chercher dans leur caserne. On leur a dit, venez, c'est vous qui venez nous sauver. Ils sont venus et ils font leurs trucs, on les laisse faire. Comme bon le semble. Moi, je suis dans cette logique. En français facile, ça veut dire qu'aujourd'hui, on allait les chercher. Bon, on a subir. Exactement. Mais je suis quand même désolée de... Non, vous, moi, on est tous... Ouais, je suis désolée. Non, pas du tout. Mais il faut bien que les choses se fassent. Et puis ensuite, avec cette arrestation, je ne sais pas si c'est un peu insinué ou pas insinué, avec le communiqué qui a été fait par le CNDH, l'Institut, la Commission nationale des droits de l'homme. Oui, la commission, elle est dans son rôle. Toute privation de liberté, c'est quand même grave pour un être humain. Et moi, ce que je dis, le cri de cœur que je suis en train de dire, qu'on le laisse faire. Tout ça, ça vous semble être très grave et tout. Ça veut dire que pour vous êtes exacerbé. Non, moi, je suis exacerbé. Exactement. Okay. Je suis dans cette situation. On arrive à lire maintenant. Non, moi, je suis dans cette situation. Moi, je me dis, on peut pas... On savait tous quelque chose comme ça allait arriver. Et on savait tous qu'il y avait, politiquement, il y avait une solution. On pouvait avoir une solution avec IBK et le pousser politiquement vers la sortie et organiser une élection anticipée pour avoir un président nouveau. Mais on a révisé tout ça. On a dit non, maintenant là. Parce que certains savaient, IBK, comme IBK l'a dit, certains savaient très bien qu'avec les voix des urnes, il n'allait pas être même un chef de peloton. Il faut des ordres pour être là où ils sont. Donc ils ont accepté ce jeu. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont les premières victimes. Nous sommes des victimes collatérales. Nous ne sommes que des victimes collatérales. Que ce soit la presse ou certaines classes politiques. C'est vrai que pas mal de meneurs... Des meneurs sont en prison. C'est eux qui croupissent aujourd'hui en prison. Les Ben, les cerveaux, pour ne pas citer leur nom, ils sont où aujourd'hui? Ils sont quand même dans cette situation. Donc nous sommes des victimes collatérales. Mais c'est eux les principales victimes aujourd'hui de leur propre lutte, de leur propre révolution, comme ils appellent. Donc, moi, quand je dis ça, c'est vraiment... Je suis désespéré. Je suis dans une situation où je ne peux plus expliquer. Donc, on doit subir. Moi, je suis dans cette logique-là. Maintenant, la CNDH est dans son rôle de communiquer, peut-être de rappeler à l'ordre, parce que aujourd'hui, on est homme fort. Demain, on est homme faible. Hein. Ah oui, la roue tourne. Profiter de cette réflexion-là pour vous demander, parce que beaucoup de Maliens sont en réalité aussi un peu perplexes par rapport à la situation. Nous, on est là, on observe, on écoute et on essaie de renvoyer ça aux citoyens. Est-ce que ce serait probant de pouvoir faire une projection de tout ça, sachant qu'aujourd'hui, on n'a même pas de date prévue d'élection, le dialogue interne. On vous a dit que les Maliens ont dit qu'ils veulent prolonger la transition. Il n'y a pas une date assez fixée. On nous donne une fourchette. Pour l'instant, on n'a pas défini cette fourchette-là. Non, moi, je pense qu'il faut vraiment accepter les avis divergents. Les partis politiques ont toute leur place. C'est vrai que les expériences passées sont des expériences malheureuses, dans certains cas. Dans la plupart des cas même, je trouve. Mais ils ont toute leur place pour justement légitimer le pouvoir en place. Et ne pas les laisser toute cette liberté serait vraiment, finalement, comme il a dit, quelque chose qui n'est pas la démocratie et quelque chose dont on ne pourra pas se reconnaître. Et comme il a dit, tous ceux qui ont le pouvoir ça tourne. Aujourd'hui, on est fort, demain, on est faible. Donc, faire vraiment attention à ce niveau-là, parce que ceux qui arrivent à cela aujourd'hui,
ça peut aller dans l'autre sens. C'est ça. Oui, parce que quand vous voyez, pourquoi moi je dis ça aussi, quand vous avez vu, IBK avait pris les ténors de M5, au bout de 2-3 jours, il les a libérés. Parce qu'on est un pouvoir civil, ça se comprend. Et le danger du pouvoir militaire, c'est effectivement ça. Mais le danger aussi que le pouvoir militaire crée, c'est que les gens vont rentrer dans la clandestinité. La lutte va être clandestine. Tout ce que les gens vont faire, ils vont maintenant, les partis politiques sont très forts dans la manipulation. Quelque chose qui n'est pas inconnu de Exactement. l'histoire malienne. Donc du coup, ils savent qu'ils sont écoutés parce que comment une réunion qui se tient dans un domicile privé, comment cela est su et tout. Donc, parce que cela sous-entend qu'ils sont sous écoute ou bien ils sont infiltrés et tout. Donc, ils vont désormais faire très attention avant de prendre certaines décisions ou avant de parler. Donc ça c'est qu'on appelle la clandestinité, et ça ce n'est pas bon pour un pouvoir. Comme il a dit, il faut laisser l'espace, les gens, IBK, c'est ça qui ça a sauvé le premier mandat d'IBK. Les gens manifestaient, il les laissait manifester, il dit vous manifestez jusqu'à Kidal, ça va, tant que vous ne nous en prenez pas aux installations, aux citoyens, tout. Et donc les gens manifestaient sans problème. Donc maintenant les gens sont frustrés, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas de courant, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils sont frustrés parce qu'il n'y a pas de manque à, comment dire, il n'y a pas d'emploi et tout. Donc tout ça, quand ils sortent, ils crient, ça leur soulage. Mais vous refusez qu'ils fassent ça. Et quand ils le font ça en clandestin, ce n'est vraiment pas... Ce n'est rien de bon. Donc du coup... Donc vaut mieux avoir son ennemi en face. En face qu'en cachette. Donc il faut que nos autorités à ce niveau, c'est vrai, les lois sont des lois, ils avaient interdit les activités, ils avaient suspendu les activités des partis politiques, mais voilà, jusqu'à aller arrêter, comme l'a dit, des chefs de famille dans un domicile privé. Sur les 11 arrêtés quand même, il y a un qui s'en sort. Lui c'est un avocat. Donc il s'en sort pas, il s'en sort pas, on l'a juste pas laissé en prison. C'est pas un des moindres des avocats quand même. Exactement, il a quand même un bon manteau sur lui. En tout cas, moi, en regardant un petit peu tout ça, je ne sais pas si vous avez aussi fait ce constat-là. J'ai essayé de regarder personne par personne, chaque responsable, et je me suis rendu compte que ce sont des responsables qui, par le passé, ont soutenu ouvertement par des communiqués qu'ils accompagnaient la transition. Donc, c'est un peu surprenant. C'est pas surprenant, Fadi. Mais comme il a dit, Ben Cerveau, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas soutenu la transition. Isaac Aoudi, on ne peut pas dire qu'il n'a pas soutenu, mais voilà, ils sont passés par là. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, voilà, bon, c'est pourquoi j'ai dit. Il y a certains parmi eux quand même qui avaient une certaine diplomatie. Oui, c'est là où c'est dangereux. Parce que quand on peut manipuler la chose selon le besoin, là, ça devient dangereux. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi je dis, il faudrait peut-être une certaine législation, réglementation, pour qu'on sache, ah bon, quand on dépasse ce cap-là, on est au dehors de la loi ou on est au dehors des permissions. En ce moment, on sera là, on saura. Mais quand c'est un peu comme ça, c'est un peu libre, ouvert, c'est la cacophonie, c'est dangereux, c'est très dangereux. Bon, comme quoi, ce que vous venez de dire, comme quoi, un dicton qui dit la révolution, toute révolution mange ses enfants, donc le Mali ne fait pas exception. Et c'est pourquoi moi j'ai dit que ça va donner beaucoup de choses à réfléchir aux hommes politiques. Désormais, quand un homme politique va venir au pouvoir, même s'il fait mal, même s'il va faire du n'importe quoi, ils vont attendre la fin de son mandat pour le destituer par les urnes et non par les armes. Parce que les militaires ne sont jamais venus, ils ne sont jamais fait coup d'État sans profiter des cacophonies politiques, sans profiter des troubles politiques. Donc ils ont toujours bénéficié de ces soutiens politiques-là pour faire des coups d'État. Et aujourd'hui, dans cette situation où ils se trouvent, ils n'ont pas de parole, ils ne peuvent rien dire, ils ont muselé et tout. Je crois que quand ils vont sortir de cette situation, je ne sais pas si c'est en 2030 ou 2040, quand ils vont sortir, certains seront peut-être morts, certains seront peut-être vieux et retraités. Qui seront libérés. On l'espère. Même s'ils n'arrivent pas à parler, donc ils vont aller à la retraite. Ah ouais. Quand même, la jeune génération qui va venir va dire, voilà, le jeu politique, ce n'est pas que... Parce qu'au Mali, on a confondu entre l'animosité et la diversité. Moi, j'aime pas Fadima, je fais tout, je me mets, je barre tout ce que Fadima fait. Même si c'est bien. Même si c'est bien, je barre tout. Ça, c'est pas bien.
en adversaire. L'opposition est là pour corriger, pour critiquer, mais de critiquer de façon positive, subjective, enfin objective, de façon démocratique. Mais de l'opposition qui va appeler l'armée à faire des coups d'État, de ceci, de cela, ça c'est vraiment une opposition qui n'est pas républicaine. Et donc du coup, moi c'est pourquoi j'ai dit que cette situation où nous vivons, ça va donner de matière à réfléchir aux journalistes, aux droits, aux mixtes, aux hommes politiques, à tous ces démocrates-là qui ont cru à un moment donné que donner au pouvoir, c'était sauver la démocratie, que c'est vraiment le contraire qui va se reproduire. Donc, c'est quand même une matière qu'on a à réfléchir. D'accord, merci beaucoup, chers collègues, ici sur ce plateau de décryptage qui reste toujours assez brut, entretien brut. Voilà, nos dossiers du pays sont un petit peu clos. Nous avons un dossier régional. Il s'agit du Burkina Faso, de la fameuse visite. Une visite d'amitié et de travail du président Assimi Goïta à monsieur le président Ibrahim Traoré, qui a eu lieu le mardi 25 juin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a vu amitié, travail, bon voisinage, bonne coopération. Sous l'eau. Bon, quand on voit Assimi à Ouaka aussi, il a affiché la même sérénité, la même aisance. Moi, ça m'a surpris quand je l'ai vu faire son discours aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré, parler comme ça d'un bon français. Il y a une certaine assurance. Sans bégayer, je me dis, non, il y a du bon coaching. Voilà, maintenant, il a vraiment une bonne équipe communicationnelle que le coach et tout. C'était vraiment, ça fait plaisir de voir son président comme ça. Donc, mais quand même, du côté des Burkinabés, ça jage parce que les Burkinabés n'ont pas gobé, ils ont pensé, peut-être que les Burkinabés ont dit que les informations sorties de TV5 Monde, de France 24, du journal Le Monde, faisant croire que l'armée malienne a aidé Ibrahim à rétablir tout, c'était faux et tout. Mais les Burkinabés, il y a certains Burkinabés qui continuent à croire que c'est le Mali qui a aidé Ibrahim à se rétablir, et Assimi est venu voir une région du Mali. Bon, certains vont jusqu'à dire que le Burkina est devenu la 20e région ou 21e région du Mali. Donc, vous voyez que ça... Mais néanmoins, hier, quand Assimi a fait... Enfin, le 25... Je crois que c'était le 25. Le 25 quand Assimi a fait son discours, il a bien clairement dit que la visite avait des objectifs clairs, c'était de bons voisinages. Entre le Burkina et le Mali, depuis l'arrivée du capitaine Traoré, il a dit que les coopérations vont bon train. Et il a dit il travaille sur 3 volets, un volet renseignement, un volet aux coopérations, opérations mixtes, donc entre les armées. Il y a volet aussi partage des renseignements entre les services de renseignement. Donc il dit que ça c'est très important. Maintenant il faut faire des trucs de sorte que le volet développement et le volet diplomatie soient développés et tout. Donc quand on attend ça, on attend un président, donc ça confirme ce qu'on a dit au premier thème, que Asikeso c'était vraiment un président candidat qui allait faire peut-être une annonce promunitoire pour dire que voilà, il sera notre président légitimement élu pour les prochaines années, parce que sa posture de Ouaka quand même nous laisse croire qu'on avait un président qui était bien installé sur son fauteuil présidentiel. Merci beaucoup, Soulo. C'est tout? Ok, ce que moi j'ai vu, c'est surtout la phrase qu'il a dite. Il dit on a pris un chemin de non-retour. Il a répété parce qu'il avait dit aussi à Segasso, je crois. C'est une phrase qui a tout son sens. Ça veut dire qu'ils ont pris un chemin de... Le retour n'est plus possible. Alors, vous, votre lecture de cette phrase, c'est que maintenant, il faut qu'il s'assume, quitte à y rester dedans. Moi, c'est comme ça que je vois cette phrase. Alors, comment il va rester dedans? Soit il va faire les élections, soit il va quand même rester. Dans tous les cas, il va quand même rester.
Où ils vont rester? Comme c'est lui qui a dit la phrase, je ne peux pas parler des autres. Alors. Le non-retour aussi peut éventuellement évoquer la sortie de la CEDEAO. Hein. Oui. Non, je viens. Déjà, parce que comme il a dit à Sikasso, il a dit aussi quand il était au Burkina. Donc, le non-retour, pour moi, ce n'est pas que ça. On est dans une alliance de 3 pays. Donc, l'apport de chaque pays est important. Donc, forcément, c'est une alliance où chacun a de la force. Alors que dans les 2 dernières semaines, sinon surtout une semaine, il y avait des turbulences à Ouagadougou. Donc, il y avait une possibilité où il y avait des menaces de déstabilisation au niveau de Ouagadougou. Donc, la visite pour moi du président, c'est d'aller faire une confirmation, prouver que ces 3 pays que nous sommes, nous allons nous soutenir et même si nous avons des problèmes, nous allons tout faire pour les régler ensemble. Donc, même s'il y a des gens qui veulent faire des choses dans ces 3 pays, que ces gens-là se disent que ce n'est pas à t'attaquer à un pays, tu es seul là. Non, tu t'attaques à 3 pays. Mais c'est la mise en application ou bien c'est une manière de matérialiser aussi l'AES? C'est une manière de confirmer leur puissance, c'est une manière de confirmer leur union, c'est une manière de confirmer qu'ils sont là et en plus, ils n'ont pas l'intention de rebrousser chemin. Ça, c'est le message pour moi. Je l'ai vu très clairement. C'était la première fois qu'il se rend à Ouagadougou. Et maintenant, pourquoi maintenant? Maintenant qu'il y a eu des problèmes, il n'y a pas si longtemps. Une semaine après. Il n'y a pas eu tant de problèmes. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, on a vu un président burkinabé des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qui se proclament président de la République du Burkina Faso. Donc, c'est vraiment précisément, j'ai vu des commentaires où les gens disent « Ah, il paraît que IB s'est caché quelque part. » Et il est sorti le jour de la fête pour montrer à tout le monde qu'il est là. Donc, c'est pour soutenir aux yeux de tous ceux-là qui veulent. Parce qu'il n'y a pas que le Burkina, il y a aussi le Mali. Il y a des conspirations en cours. Pourquoi est-ce qu'on a pris ces hommes politiques-là? Donc, c'est pour dire à tous ceux-là que attention, nous sommes 3 pays et nous allons tout faire pour 3 régimes. Et que les gens sachent qu'on est là. On ne va jamais quitter. C'est une forme de fusion des 3 gouvernements. Voilà. Est-ce que c'est 3 pays ou est-ce que c'est 3 régimes? Parce que nous, très généralement en Afrique, on confond les régimes aux pays. Et souvent, c'est pourquoi cette AES-là est, moi, de mon point de vue, très fragile parce que elle n'est liée qu'à ces 3 régimes. Aux personnes. À Assimi, à Tchani et à Ibé. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui n'est pas... Parce qu'à l'âge de 3 pays pauvres, comme on le dit, on ne sait pas le Mali peut aider le Burkina dans quel domaine. Burkina ne sait pas dans quel domaine le Niger peut l'aider. Parce que aider quelqu'un, ça suppose que... Exactement, ça va sur moi. Moi, je suis excédentaire. Je te donne en partie et ça me fait rien. Alors que le Mali, on ne peut pas donner notre coton gratuitement à quelqu'un, on le vend. On ne peut pas donner notre or à quelqu'un gratuitement si on ne vend pas. Le Niger ne peut pas donner son pétrole gratuitement ou son essence gratuitement à un pays s'il ne vend pas. Donc, vous voyez cette difficulté. Donc, du coup, on ne sait pas aujourd'hui si cette alliance-là, c'est une alliance entre les pays ou c'est une alliance de gouvernement, comme vous l'avez dit. Donc, c'est là où la difficulté résiste. Et comme elle l'a dit, la visite de Assimi à Ouaga, quand même, une semaine après la zone de turbulence que IB a traversée, ça laisse à penser qu'il est allé s'assurer que IB est bien et bel et bien dans son fauteuil présidentiel. Parce qu'au Burkina, comme au Mali, c'est au Mali qu'on voit qu'il y a 5 présidents, il y a 5 colonels qui dirigent le Mali. Mais pas 5 présidents. Non, 5 colonels. 5 colonels qui dirigent le Mali. Mais quand même, bon, il y a certains, ironiquement, qui parlent de banc présidentiel au Mali. Et c'est les Maliens qui le disent. Mais au Burkina aussi, c'est autant. Parce que le MPSR2 aussi, c'est quand même, c'est pas seulement IB. C'est des hommes qui sont derrière IB et qui sont autant importants qu'IB et qui peuvent contester IB s'il prend certaines décisions. Donc, que ce soit au Mali ou au Burkina, même au Niger, Tchani n'est pas seul homme fort. Il y a le général Modi qui est homme fort également. Il y a d'autres généraux qui sont là-bas qui sont hommes forts aussi. Donc, dans ces pays-là, c'est très compliqué de voir clairement est-ce que c'est le Mali et c'est le pays, ce sont les pays qu'on met en avant ou est-ce que c'est vraiment leur
égaux, leur politique qu'ils mettent en avant. Et souvent, c'est très difficile aussi de dissocier entre les pays, les fondements des pays et les institutions et les hommes. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait de dire que les institutions fortes, on a besoin des institutions fortes, on a besoin d'institutions fortes, c'est des discours. Il dit qu'on a besoin d'hommes forts. Ce sont des hommes forts qui font des institutions fortes. Donc, comme on a Assimi qui peut faire des hommes, qui peut faire des institutions fortes, on va voir quelle institution forte qu'il peut créer. On va voir IB quelle institution forte, parce que quand même, s'ils arrivent à mettre des institutions fortes, cela veut dire que même s'ils partaient, comme John Rawlings au Ghana l'a fait, même s'ils partaient, ils n'ont pas à avoir peur de dire qu'on va revenir en arrière. Donc, tant qu'ils ne mettent pas des bases solides qui vont au-delà de leur propre personne, de leur propre ambition, ça va être très très compliqué, parce que dans ces trois pays, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, on n'aime pas les gloires des autres. On aime seulement sa gloire. Donc, un président qui va venir après va dire que ce sont ces gloires de, par exemple, un successeur d'Assimi Goïta ou de Ibé ou de Tchani qui va apprendre que ce sont des réalisations, des prouesses de tels. Il va dire non, on les supprime, moi je vais selon ma logique. Vous voyez, donc, il faut avoir des systèmes forts qui peuvent garantir que des décisions prises sous tel président peut continuer sous tel autre président, comme dans les pays développés. Tant qu'il n'y a pas ces systèmes, il n'y a pas ces bases solides, ça va être très 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 compliqué pour nous de matérialiser, comme vous l'avez dit, l'ambition qu'on a pour l'AES, parce que ça va s'arrêter à Centre-Ville. Dans ce cas, vous pensez qu'ils vont essayer de faire un certain alignement des élections prochaines? Parce que je pense qu'au Burkina, pas de date. Les 5 ans, c'est à partir de juillet. 2 juillet. Il va être intronisé. Voilà, donc 5 ans, le Mali, on ne sait pas encore, le Niger non plus. Si pour l'instant, l'AES est un petit peu personnifié, ils vont faire quoi? Une jonction ou bien un alignement des élections? Vous avez aussi cette lecture-là? Les politiques sont suspendues. Quelles élections vous voulez faire si les politiques sont suspendues? Moi, je pense que cette question n'est même pas sur la table, en fait. Moi, je pense que c'est une continuité. Ça va être une transition continuelle. Puisque 5 ans en ce moment. Ah, mais c'est les Maliens, hein, c'est lors du comité intermalien que cela a été proposé. Maintenant, est-ce que ça va s'appliquer? Je ne sais pas, mais je vois plus ça. Parce que c'est ça, et c'est là tout le problème que ça pose, justement, de faire arrêter ces gens-là. Mais on n'a pas du tout, on n'a pas l'image ou on n'a pas la vision que réellement on veut faire des élections au Mali. C'est tout à fait le contraire. On n'a pas du tout cette image-là. Et donc, à mon avis, au Mali, quand même, ça va être une continuité. Maintenant, son discours, comme tu dis ici, c'est une histoire. Non, je pense que Assimi est venu rapidement comme ça au pouvoir. Ils sont rapidement venus comme ça. Donc, du coup, ils n'étaient pas préparés à tout ça. Il est en train de se préparer. Et là, on est en train de voir le résultat du travail qui est en train de se faire sous les projecteurs. Donc, ça veut dire, pour l'instant, il est toujours en période de préparation. Mais je pense bien. Et là, pour moi, ça va continuer. Il n'y aura pas d'élection. Moi, en tout cas, je ne vois aucun signe de préparation des élections. Si vous en avez vu, je veux bien savoir. Mais moi, je n'en ai pas vu. Qu'est-ce qui prouve qu'on est en train de préparer les élections actuellement? Il n'y a rien. L'EJ est miette. Non, il n'y a rien. C'est l'EJ qui doit montrer, qui doit proposer des programmes, chronogrammes et tout. L'EJ est miette depuis. Et puis, comme vous l'avez dit, aligné. Les têtes qui sont au niveau des l'EJ, ils ont été nommés aussi par qui de droit. C'est ça. Mais... Sauf que ça vous fait sourire, le chef, il prône toujours son indépendance, son autonomie et tout. Quand vous le dites ça devant lui, il n'est pas content, il grimace. Mais moi, en plus, ce que je dis, il y a quand même une avancée au Mali et au Burkina, parce qu'on est en transition et nos autorités sont légalement installées au Mali, au Burkina. Légalement, par la Cour constitutionnelle. Assimi a prêté serment, il a prêté serment, il s'apprête à prêter serment, à reprêter serment encore le 2 juillet. Donc là, mais au niveau du Niger, le gars, il est toujours avec son CNSP. Il n'a même pas été investi d'abord.
Il est une junte. C'est là-bas qu'on parle, on appelle junte. Donc lui, il est avec ses hommes. Il n'y a pas l'organe législatif, il n'a pas de CNT, il n'a pas... C'est encore voilà, très vierge. Voilà, exactement. Donc c'est là où on voit que vraiment l'AES, là, l'espace l'AES, on est appelé à durer ainsi. Si. Pourtant, moi, je pense que l'AS avait toute sa place, avait une grande force, sincèrement. Mais il y a encore du travail. C'est une force. Hein. Parce que de par les ressources que nous avons, l'espace, les populations, que nous avons, ouais. De par les populations que nous avons, de par les échanges, cette alliance d'échange d'informations, comme il l'a dit, d'échange de ressources, c'est une grande force que nous avons si réellement nous arrivons à maintenir cette union-là. Voilà, et donc c'est pourquoi je dis que son message de Burkina, pour moi, je l'ai vu de cette manière-là. Malheureusement, pour moi, elle tarde un peu. Peut-être parce que chacun dans son pays a aussi des défis. Beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Ouais. Donc on se rend compte que souvent c'est facile. C'est l'union qui doit prôner au-delà de la bonne gouvernance chez chacun et aussi un développement à pouvoir mettre en place. L'union fait la force, mais si on est faible, si on est trop faible seul, on sera un poids pour les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, si on est trop faible, on sera un poids qui vont devoir traîner avec nous. Donc, pour que cette union aussi puisse marcher, il faudrait que nous aussi, nous soyons forts de façon nationale d'abord. Et la crise sécuritaire, elle touche le Burkina, elle touche le Mali. Donc, forcément, il faut qu'on se mette ensemble. Mais il faut que chacun aussi travaille. Et c'est là où, finalement, ils se rendent compte que je veux prendre ce fardeau, mais en réalité, je n'avais aucune idée du poids de ce fardeau. Et c'est pourquoi là, il dit, on a atteint un point de non-retour. Ils ne peuvent plus retourner, ils vont retourner où? Ce n'est plus possible. Ils sont obligés d'avancer maintenant. Ils sont obligés d'avoir des résultats. Hein. Parce que la situation sous l'eau, c'est un peu... Mais dans ça, il faut qu'ils acceptent les avis divergents. Il faut qu'ils acceptent. Parce que ces avis divergents vont au contraire asseoir leur pouvoir. Parce que... en faisant de leur manière, finalement, on saura, comme il vient de le dire, les politiciens ont fait de cette manière, ça nous a conduit ici. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas. Mais si toi, dans ta gouvernance, personne ne peut dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, tout de suite, on dit que oui, tu essaies de déstabiliser, au finish. Un bon jour, si ça ne marche pas, on dit que bon, c'est toi le problème. Oui, effectivement, c'est ça le grand danger grand danger qui nous guette, en fait. Il faut qu'il y ait des... Et moi, je suis là, même aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, je dis, en tout cas au Mali, jusqu'à présent, on n'a pas menacé les journalistes d'avoir dit, ou bien sur un plateau, il y a certains qui ont été pris, mais les journalistes, parce qu'ils ont été virulents sur les plateaux, ils ont été interpellés ou ils ont été tapés sur le doigt. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit s'en réjouir. On doit féliciter nos autorités pour cela. Mais maintenant, après les politiques, le tour, ça sera à qui? Parce que quand même... c'est là où je disais, il ne faut pas se réjouir de... Non, je me permets de vous répondre pour vous dire que pas du tout aux médias, ni aux journalistes... tout simplement. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on est quand même en paix. Je pense que le plus important pour un média, une structure de presse, c'est de vraiment prôner l'éthique et la déontologie. C'est ce qu'on fait. C'est le propre. Et l'indépendance. Il ne faut pas nous ramener avec ce qui se passe en République de Guinée. Ces médias qui sont fermés aujourd'hui, on les en veut. Mais c'est un pouvoir militaire. C'est un pouvoir militaire qui le fait. Si c'était un pouvoir civil, il n'aurait jamais pu le faire. Donc c'est pourquoi, parce que les médias qui ont été fermés en Guinée, c'est qui ont incité la chute d'Alpha. C'est les premiers qui ce sont les mêmes médias, ce sont les mêmes médias sur lesquels on a vu les images des hommes forts, les nouveaux actuels hommes forts. Mamadi Doumbia, sa première interview, c'est où? C'est là-bas. Donc, pourquoi je dis qu'il ne faut pas se réjouir. Que ce soit au Mali ou en Guinée, même au Burkina, Omega avait failli faire la même chose, être victime de la même situation. Parce que Ibé, quand il est venu, son premier appel au Burkinabé, c'était sur Omega. Mais Omega avait été suspendu, je crois, 5 jours, combien de jours pour avoir diffusé de fake. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, la révolution, comme on dit, mangeant ses enfants, et le Mali n'a pas fait exception. Et nous espérons que la presse fera exception.
D'accord, merci beaucoup, chers collègues. Voilà, on a fait ce décryptage aujourd'hui sur ce plateau. On se dit à une prochaine fois pour voir un petit peu ce qui se passe. Entre-temps, on a notre dossier fétiche dont on n'a pas encore touché. Votre belle amie EDM. Mais on est en plein d'amour en ce moment parce qu'il y a nettement une légère. Ça ne figure pas dans les recommandations. Ça ne figure pas dans les les gars vont dire enfin, celle-là nous a pas touché un mot aujourd'hui. Mais jusque-là, on est en attente parce que les 25 groupes qui sont venus, je ne sais pas s'ils sont déjà en fonction, mais on a eu un petit répit là à l'approche de la Tabaski, donc on regarde ça de les viandes ne sont pas avariées quand même. Les viandes ne sont pas avariées. Et ça, c'est... On va attendre de voir s'ils ne vont pas récupérer ça les jours d'après. Merci beaucoup, chers collègues. Téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de ce plateau entretien brut que je pense vous avez eu le plaisir de regarder. Nous avons sur le plateau Madame Assetou Diarra, journaliste reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, à la prochaine. Merci Fadi, à la prochaine. D'ici là, toujours sur le terrain, à regarder un petit peu ce qui se passe. Un peu de tout. Surtout que nous, notre média, c'est vraiment focus sur la thématique féminine. Je me rappelle encore cette semaine, on a parlé du téléphone portable après le deuil du conjoint. C'est quelque chose qui va garder... Et ce qui est dedans. Ah oui, c'est un sujet. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on Donc, merci beaucoup pour ce petit clin d'œil. Nous sommes avec Bourema Soulo, journaliste, vlogueur, l'homme de terrain et l'homme d'action. Ouais, merci pour cette belle émission. On espère être là la prochaine fois. Inch'Allah, comme on le dit, et on espère que le bon Dieu nous fera grâce d'être encore sur ce plateau. Téléspectateurs, on se dit à la prochaine. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. On se dit à la prochaine.